Bonjour à tous, donc, je suis Sophie Bartier, ORL à l'hôpital de Mont-d'Or. Déjà, je voulais remercier le comité d'organisation de m'avoir invité à participer à cette journée. Je vais vous présenter les atteintes ORL des amyloses systémiques. Comme vous le savez, les dépôts amyloïdes ont un tropisme connu pour de multiples structures, les surfaces articulaires, nerveuses et musculaires, mais qu'en est-il des organes ORL qui sont constitués de telles structures? Donc, vous le savez, donc, prenons l'exemple de l'oreille. L'oreille est constituée d'un système de transmission, l'oreille moyenne, qui, vous savez, est constituée de 3 osselets, avec entre elles des surfaces articulaires synoviales. Pourrait-il y avoir une atteinte de cette conduction aérienne, une atteinte du système d'amplification? L'oreille est également constituée d'un système de perception, l'oreille interne, notamment constituée de la cochlée, et qui est suivie ensuite du nerf auditif. C'est ce que nous appelons la conduction osseuse. Pourrait-il y avoir une atteinte de ce système de transduction? Donc, je vous fais juste un petit rappel sur ce qu'est la presbyacousie. Donc, vous le savez, la presbyacousie, c'est la surdité qui apparaît chez le sujet âgé. Il s'agit d'une surdité de perception. Donc, dans le schéma de la diapositive précédente, c'est une surdité neurosensorielle. Cette surdité est bilatérale, symétrique, et elle prédomine sur les fréquences aiguës. Donc, sur le diaporama, les fréquences aiguës, là, il s'agit d'une courbe d'audiogramme typique de presbyacousie. Il s'agit des fréquences situées entre 1000 et 8000 Hz, donc les fréquences qui sont à droite de la courbe. Et donc vous voyez qu'en fait, sur les fréquences graves, qui sont entre 250 et 1000 Hz, l'audition est conservée, puis ensuite on a une audition qui se détériore progressivement en pente douce sur les fréquences aiguës. Donc la CO, c'est la conduction osseuse, la réserve cochléaire est abaissée, et la CA, c'est la conduction aérienne, c'est le système représentant l'oreille moyenne, et est superposable à la conduction osseuse. Donc la presbyacousie a une prévalence très importante chez les sujets âgés, puisqu'elle est en moyenne de 60% entre 70 et 80 ans, et elle va même jusqu'à 80% chez les sujets de plus de 85 ans. Donc, aucune étude à l'heure actuelle ne s'est intéressée à la prévalence et à l'histoire naturelle des atteintes ORL dans le cadre des amyloses systémiques. Notre service a publié donc, en 2017 une étude pilote. Cette étude portait sur 16 patients atteints d'amylose ATTR sénile, 16 hommes, et de façon très surprenante, ils présentaient une prévalence de la surdité constante, 100%. Il s'agissait d'une surdité de perception, et lorsqu'on a comparé aux normes ISO 7029, ce sont les normes en fait qui, dans la population générale, déterminent par tranche d'âge et par sexe les seuils auditifs attendus. C'était une surdité qui était plus sévère. Donc l'objectif, notre étude a été poursuivie par cette étude. L'objectif primaire était de définir la prévalence et le profil des troubles auditifs et pharyngolaryngés dans une population de patients atteints à la fois d'amylose ATTR sénile, ATTR muté et AL. L'objectif secondaire était de déterminer que la surdité et les atteintes pharyngolaryngées précédaient l'atteinte cardiaque afin de définir au mieux l'histoire naturelle des amyloses cardiaques. Donc, il s'agissait d'une étude prospective qui a été conduite à partir de septembre 2016. Tous les patients étaient issus de la cohorte de patients atteints d'amylose cardiaque du CHU de Mont-d'Or. Nous avions bien sûr obtenu l'accord du CPP d'Île-de-France. Donc, les patients étaient invités à répondre à un questionnaire concernant la qualité de leur audition, la qualité de leur phonation, la voix, notamment avec la réalisation d'un questionnaire, le VHI, c'est le handicap lié à la voix, et un autre questionnaire concernant leur fonction de déglutition. On recherchait de façon systématique les antécédents otologiques et ototoxiques. Ils bénéficiaient également d'un examen clinique ORL, otoscopique et buccal systématique. Et donc ensuite s'en suivait l'examen ORL à proprement parler. Compte tenu de leur âge, on leur proposait un dépistage auditif de façon systématique. On leur réalisait un audiogramme tonal. Donc là, en fait, on détermine dans un premier temps la conduction aérienne, c'est-à-dire qu'on fait écouter au casque des sons qui sont conduits donc, par conduction aérienne. Et ensuite, on mettait un capteur sur la mastoïde qui, par vibration osseuse, ça permet de déterminer la conduction osseuse.
On réalisait également un audiogramme tonal. Donc là, en fait, on fait entendre au patient qui doit répéter une série de mots à différentes intensités sonores. Ça permet de déterminer l'intelligibilité du patient. On effectuait une laryngoscopie uniquement si le patient se plaignait de dysphonie et une nasofibroscopie de déglutition si le patient se plaignait de dysphagie. Donc la nasofibroscopie de déglutition, en fait, consiste à faire avaler aux patients de la crème, de l'eau, sous contrôle d'une petite caméra qu'on leur met par le nez, et on voit la façon dont le bol alimentaire passe. Donc, concernant nos patients inclus, nous avons inclus 95 patients, 36 atteints d'amylose AL, 19 TTR mutés et 40 TTR séniles. Ils étaient majoritairement des hommes, 70%, et de façon attendue, le groupe ATTR sénile était significativement plus âgé que le groupe AL et TTR muté. Donc, concernant maintenant les résultats auditifs. Donc, la prévalence de la plainte d'hypoacousie par le patient était importante puisqu'elle était de 38%, et elle montait même à 55% dans le groupe ATTR sénile. Donc les patients ATTR séniles présentaient de façon significative une plainte plus importante d'hypoacousie. Mais lorsque l'on s'intéressait aux résultats objectifs, la surdité à l'audiogramme, c'est-à-dire une perte tonale moyenne de plus de 20 décibels, cette surdité montait à 94% dans la population générale, et de façon même très surprenante, elle était constante à 100% dans le cas du groupe ATTR sénile, ce qui était plus important que dans les groupes AL et TTR mutés de façon significative. Il s'agissait essentiellement de surdité bilatérale dans 94% des cas. Donc, ensuite, nous nous sommes intéressés au profil des courbes auditives de nos patients. Donc là, vous retrouvez la classique courbe de presbyacousie, comme je vous ai dit tout à l'heure, une courbe en pente douce à partir des fréquences aiguës. Et lorsqu'on regardait par sous-groupe d'amylose nos patients, ils présentaient des profils auditifs très différents de celles de la presbyacousie classique, puisque vous le voyez, dès les fréquences graves, la courbe était abaissée, et pas seulement sur les fréquences aiguës. Et c'est une surdité qui était plus sévère que la presbyacousie classique. Ensuite, nous nous sommes intéressés au type de surdité. Donc vous le savez, il y a 3 types de surdité. La surdité de perception, c'est la surdité, on va dire, de l'oreille interne et du système auditif central, qui est donc une surdité de neurotransmission. Dans le cas de la presbyacousie, c'est une surdité de perception pure. C'est-à-dire que pour des patients presbyacousiques, on ne retrouve que de la surdité de perception. Il y a la surdité de transmission, c'est celle qui est liée à l'oreille moyenne. Et on a un 3e type, c'est la surdité mixte, qui, comme son nom l'indique, est un mélange entre la surdité de perception et la surdité de transmission. Ça marque une atteinte à la fois du système de perception et du système de transmission. Et bien, de façon surprenante, contrairement là où on pouvait s'attendre, si c'était une presbyacousie classique, on aurait dû avoir 100% de surdité de perception, on avait plus d'un tiers de surdité transmissionnelle, des surdités mixtes. Et cette proportion montait même jusqu'à 40% dans le groupe ATTR sénile. Donc ensuite, nous avons comparé les seuils auditifs de nos patients par tranche d'âge et par sexe aux normes ISO dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les normes pour la population générale par même tranche d'âge et par sexe. Et bien, tous nos patients, donc vous voyez sur les courbes d'audiogramme que vous avez devant vous, j'ai pris uniquement les courbes des patients les plus âgés, qui étaient les tranches d'âge les plus nombreux. En bleu, vous avez les normes, et pour chaque sous-type, nos patients étaient plus sourds que la population générale. Ils avaient des seuils abaissés par rapport aux normes, et ce de façon significative sur toutes les fréquences. Dans le groupe ATTR sénile, on remarquait que la surdité était plus sévère que dans le groupe AL et TTR muté. En effet, il présentait 57% de surdité modérée, alors que dans les 2 autres sous-groupes, c'était la surdité légère qui était prédominante. Concernant maintenant la dysphagie, nos patients présentaient une plainte de dysphagie de 17%, mais cette plainte était probablement sous-estimée, puisque lorsque l'on s'interrogeait de façon plus précise sur la présence de symptômes oropharyngés, notamment des blocages, des régurgitations, des blocages alimentaires, des modifications du régime alimentaire, ils présentaient une prévalence de 40% des symptômes oropharyngés. Et chose intéressante, donc à l'examen clinique, il n'y avait pas d'anomalie à l'examen buccal, et à la nasofibroscopie, on a retrouvé seulement 5 anomalies.
Donc 4 stases à la fibroscopie de déglutition, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand on leur fait avaler de la crème ou de l'eau, eh bien la crème ou l'eau avait tendance à moins bien passer au niveau de l'œsophage, donc ça pourrait évoquer des troubles de la propulsion. Et un seul patient présentait une lésion organique. Donc on s'oriente vers quelque chose de complètement différent des amyloses localisées qu'on connaît en ORL. Concernant maintenant la dysphonie. La dysphonie était très fréquente puisqu'il y avait une prévalence de 36% dans la population totale, et vous voyez que dans les amyloses AL et ATTR mutées, elle montait jusqu'à quasiment la moitié de la population. Concernant le VHI, donc le score, le handicap lié à la voix, il y avait un score de 10 sur 30. Et là aussi, comme pour les anomalies pharyngées, il y avait peu d'anomalies laryngées visibles à la fibroscopie. Seulement 9 patients sur les 56 fibroscopies réalisées présentaient des anomalies, 5 atteintes de la mobilité laryngée, essentiellement des immobilités laryngées unilatérales, et 4 présentaient des atteintes des cordes vocales, d'allure inflammatoire ou infiltrative. Donc on s'oriente vers une dysphonie d'allure fonctionnelle sans réelle lésion organique. Sur cette diapositive, on a tenté de vous représenter l'histoire naturelle des atteintes ORL de l'amylose cardiaque, et on en voit un résultat très intéressant, puisque vous voyez que de façon surprenante, les atteintes ORL semblent précéder le diagnostic d'amylose AL et d'amylose ATTR sénile. En effet, l'hypoacousie, la dysphonie et la dysphagie précèdent de plusieurs mois, voire de plusieurs années, le diagnostic d'amylose AL et ATTR muté, TTR sénile, pardon. Seul le groupe ATTR muté semble se distinguer quelque peu, puisque dans ce sous-groupe, seule la dysphagie précède le diagnostic. Donc, comment pourrait-on expliquer cette surdité atypique, une surdité à la fois de perception et mixte prédominant sur toutes les fréquences? Différentes hypothèses physiopathologiques sont possibles. Tout d'abord, on pourrait imaginer des dépôts ossiculaires au niveau des articulations, comme dans le syndrome du canal carpien, au niveau des ligaments, des muscles de l'oreille moyenne, mais aussi au niveau de la cochlée et une atteinte du système nerveux central, du système auditif. Pour la dysphagie et la dysphonie, donc différentes des atteintes des amyloses localisées, on pourrait également penser à des dépôts articulaires, musculaires, nerveux. Mais il ne faut pas oublier que notre étude comporte un certain nombre de facteurs confondants, notamment l'âge des patients, la présence de facteurs de risque cardiovasculaire, la prise de diurétiques autotoxiques, pour lesquels nos groupes est comparable, et la présence de dénutrition. Alors, quels sont les points clés à retenir de cette étude? Tout d'abord que les patients atteints d'amylose cardiaque présentent une surdité constante, une surdité qui est atypique, qui est complètement différente de la presbyacousie attendue chez des patients de cet âge, et il s'agit d'une surdité précoce dans la survenue de la maladie. Donc, les atteintes ORL auditives pourraient être un outil de dépistage précieux pour les amyloses cardiaques. On pourrait même imaginer l'élaboration d'un score prédictif du développement d'une amylose cardiaque à partir d'atteintes auditives, plus l'association avec le syndrome du canal carpien ou du canal lombaire étroit. La dysphagie et la dysphonie sont également très fréquentes. Ce sont plutôt des lésions, des atteintes fonctionnelles sans réelle lésion organique. Mais cette plainte ORL est probablement sous-estimée par le patient. Donc il ne faut pas hésiter à adresser le patient à l'ORL pour réaliser un bilan complet neurosensoriel, puisque vous le savez, la presbyacousie ou les atteintes de la surdité a des conséquences néfastes, que ce soit en termes de repli, de risque de développement de démence, mais aussi une mauvaise compliance au traitement cardiologique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur ces atteintes-là encore sous-diagnostiquées? On en découvre tous les jours. Je ne sais pas si... Oui, une question. Oui, alors pour le simple cardiologue, alors, comment est-ce qu'on fait pour différencier les deux surdités? Alors, ça se manifeste comment? De transmission et de perception? Oui, en pratique. En fait, c'est sur les audiogrammes, c'est en fonction de la conduction. Il n'y a pas de signe. Non, à l'examen clinique, non, à l'examen clinique pour un cardiologue, non.
Nous, on utilise un... Enfin, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais qui n'est pas... on utilise un diapason. Alors, vous pouvez le prendre si vous voulez en cabinet, mais on utilise le diapason qui peut aider, en fait... vous savez, il y a le Weber et le Rhin clinique. En fait, on met sur l'os et on voit la façon dont la transmission osseuse se fait. Ça, à l'examen clinique, ça peut... Ouais, enfin, ça ne va pas nous aider dans le dépistage, vous n'allez pas voir tous les sous. Non, alors pour le dépistage, juste si c'est uniquement de la surdité, il y a des questions simples qui sont de recommandation. C'est de poser la question au patient, déjà s'il a l'impression d'entendre moins bien, ou à son conjoint. Il y a le test de la voix chuchotée. On chuchote à l'oreille du patient et on voit s'il arrive à répéter ce qu'on lui dit. Ce sont des éléments de dépistage en clinique qui sont tout à fait faisables. Ouais, maintenant, on va avoir des patients âgés qui sont sourds. Oui, mais justement, c'est ça l'intérêt, c'est de montrer... Joël, tu me laisses répondre ? Pardon, vas-y alors. En fait, ouais, tu penses qu'ils sont sourds et eux, ils n'osent pas te le dire parce qu'ils pensent qu'ils sont séniles. Mais en fait, quand tu leur dis que c'est leur amylose, ils sont soulagés, en fait. Et là où c'est majeur... Il y a aussi, donc moi, je voulais remercier l'équipe du professeur Coste, qui est donc l'ORL, le chef de service de Sophie, et Émilie Béguignon, qui s'occupe maintenant de toutes nos atteintes ORL et laryngées. Et ce qui est majeur, en fait, si tu veux, c'est que ce qu'on a découvert, enfin, ce qu'ils ont découvert, c'est que les amyloses n'ont pas les mêmes audiogrammes que les autres patients. Ils ne le savaient pas. Tu vois, ils sont comme nous, les cardiologues, ils ne connaissaient pas cette maladie. Et comme ça arrive avant, leur travail maintenant, ça va être de voir les ORL et leur dire, quand vous avez ça, c'est eux qui vont voir les patients avant nous. Quand vous avez un audiogramme comme ça, c'est une amylose. Et vous savez, peut-être que votre patient, il va avoir un problème cardiaque qui va peut-être le tuer. C'est peut-être bien de l'envoyer voir un cardiologue. Donc, c'est l'autre chose. On ne va pas nous demander, moi, d'abord, ils sont sourds, on a du mal à discuter avec eux, comme tu peux le voir, mais on y arrive, mais ce n'est pas nous qui allons faire le diagnostic. Il faut prendre le chose, c'est finalement, quand tu vas voir un patient qui va voir un orthopédiste pour un canal carpien, un homme, etc., peut-être qu'il va falloir travailler avec les orthopédistes pour leur dire, il faut peut-être aller chercher une amylose. Et là, ce qu'ils sont en train de démontrer et qui commencent, c'est la même chose, en fait, ils sont au même point que nous. C'est-à-dire qu'on va avoir des patients qui viennent pour bilan de surdité, alors. Exactement. Tu vas pas chômer, hein. Non, mais moi, j'ai la même question pour les gammapathies, là, je vais en parler tout de suite. C'est très fréquent, ils sont quand même assez âgés, il y a le sonotone qui sonne à une consulte sur 2. À quel moment il faut... de toute façon, pour les personnes âgées, l'intérêt d'un dépistage précoce de l'hypoacousie est démontré pour tous les patients âgés, qu'ils soient atteints d'une amylose ou pas. De toute façon, les conséquences de la presbyacousie négative ont été démontrées dans le développement de la démence ou du repli. De toute façon, proposer à un patient âgé un bilan auditif, c'est bénéfique pour lui. Tout à fait d'accord, mais ceux qui sont déjà appareillés, finalement, moi je vois des MGUS, ils ont 1 sur 2 à un sonotone. À quel moment? Parce que moi je ne suis pas capable de la... Alors ça, c'est effectivement, s'ils sont déjà appareillés, c'est qu'a priori, ils ont déjà vu un ORL. Et nous aussi, c'est notre travail d'ORL, de faire un peu de la publicité sur l'amylose. C'est que lorsqu'on voit des courbes un peu atypiques qui sont différentes vraiment, cliniquement, pour nous, c'est vraiment différent de la presbyacousie sur la courbe, c'est de les envoyer éventuellement faire un bilan, alors que ce soit directement au cardiologue ou peut-être voir leur médecin généraliste, de se demander s'il n'y a pas autre chose derrière. Ce n'est pas une simple presbyacousie. D'accord. Oui, Sophie. Ouais, j'ai une question un peu intéressée. Donc, nous, on s'occupe des amylosas. Ton topo m'a fait penser à une des patientes que j'ai vue la semaine dernière qui a une dysphonie à laquelle je ne comprends rien, qui a une amylosa sur, a priori, une obésité par défaut parce qu'on n'a rien trouvé de mieux. Est-ce que dans ton CPP, tu avais mis amylose de tout type? Et est-ce que éventuellement tu serais d'accord pour qu'on t'envoie quelques patients avec amylosa? Ou bien est-ce que c'était vraiment que des amyloses AL ou ATTR ou cardiaques? C'était tous les types d'amylose, donc je répondrais... je pense qu'on est d'accord a priori pour inclure des Parce patients... Parce que du coup, ce qui serait intéressant, bien sûr on a beaucoup moins de patients que les autres variétés d'amylose, mais si on pouvait les comparer par rapport aux autres variétés d'amylose, ce serait intéressant. Voilà. Et l'autre chose, c'est qu'on a parmi ces amylosas, une des causes, c'est une maladie auto-inflammatoire monogénique, mais qui donne une surdité dont on ne sait pas le mécanisme. Il y a des hypothèses, probablement sur de la neuroinflammation, mais du coup, dans les maladies, dans les amylosas, on pense que c'est la neuroinflammation qui pourrait donner ça, mais ça pourrait être intéressant de les comparer. Oui, on serait très intéressé. C'est qu'à Mondor, il y avait relativement peu de patients avec amylose A, donc c'est pour ça qu'on s'est orienté. On a réussi à les envoyer aux cardiologues, une trentaine d'entre eux, donc peut-être que certains qui ont des anomalies ORL seraient intéressés pour venir te consulter. Oui, bien sûr. Les fameuses flèches que vous montrez sont assez intrigantes.
je pense qu'il serait quand même assez intéressant de les compléter, par exemple avec le canal carpien. Oui, alors en fait, c'est. Parce qu'autrement, ça donne c'est en cours, une justement. illusion, en disant que l'amylose devient d'abord une surdité. Alors c'est peut-être le cas, hein, ce qui est intriguant, mais pour qu'on ait des repères, savoir quand survient la dyspnée, en termes de symptômes. Oui. En fait, c'est en cours, c'est que je n'avais pas encore les résultats au moment de l'élaboration, mais effectivement, donc, le canal carpien apparaîtrait à peu près comme l'hypoacousie dans les premiers symptômes de l'amylose. Ça serait les symptômes, vraiment les deux, ça serait l'hypoacousie et le canal carpien. J'ai pas pu inclure les diapos. Donc il faudra demander aux orthopédistes de faire un peu d'ORL. Bah oui, on pourrait. Mais ça va être difficile. Peut-être. D'autres questions? Non? Merci beaucoup, c'était tout à fait passionnant.